Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo, tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Congo aveni. Ebongi tosala moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya kasa ya mbila, Congo ya makasi moto ya nkoi. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani miso lelo. Madame, Messieurs, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous avons pour thème Congo, le pays des délices. Voilà le thème que nous avons pour aujourd'hui. Nous allons parler du Congo avant de pouvoir faire passer un bref message concernant la prière, concernant notre espérance pour la bénédiction de ces pays. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et nous voulons d'abord vous parler du Congo pour vous rappeler ce que vous avez déjà oublié ou encore vous faire savoir ce que vous ne saviez pas. Tout dépend de ce que vous savez ou de ce que vous ne savez pas. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est un rappel, que nous nous rappelions de ces beaux pays, de ces pays de délices. Et cela va nous aider dans notre foi, comme nous venons de le dire. La foi vient de ce qu'on entend. Sur le plan de la géographie physique du Congo, le Congo est un pays situé en Afrique centrale. C'est un grand pays, le deuxième après l'Algérie, parce que le Soudan a été scindé en deux récemment. Après l'Algérie, c'est le Congo qui est le plus grand pays en Afrique. Et c'est le plus grand pays francophone au monde. Et s'il faut continuer avec des comparaisons sur le plan de la géographie physique, nous trouvons que le Congo est 80 fois plus grand que la Belgique, 33 fois plus grand que ce qu'on appelait autrefois le Benelux, c'est-à-dire la Belgique, la Hollande, ainsi que le Luxembourg réunis. Le Congo est 33 fois plus grand que tous ces trois pays. Le Congo est 4 fois et demi que la France. Le Congo est 1 fois et demi plus grand que le Québec. Donc vous comprenez, la dimension déjà physique du Congo nous montre que c'est un grand pays. C'est le 11e pays au monde en ce qui concerne la superficie. Parce que la superficie du Congo est de 2 345 409 km². Voilà la superficie du Congo. Et nous pouvons comprendre déjà, rien que par sa dimension, qu'il s'agit d'un très, très grand pays. Alors, toujours sur le plan de la géographie physique, lorsque vous regardez la carte du Congo, vous vous rendez compte que c'est un pays où il n'y a pas de désert. C'est un pays où on peut cultiver du nord au sud, de l'est à l'ouest. Déjà, le nord-ouest il y a une très grande forêt, ce qu'on appelle la forêt équatoriale, qui représente d'ailleurs 47% de la forêt africaine. Et lorsque vous regardez à l'est, vous voyez des montagnes, vous voyez des volcans, vous voyez des collines. Lorsque vous regardez au sud, au centre, vous voyez la savane. À l'ouest, au sud-est, vous voyez également la savane. Et dans tout le pays, il y a beaucoup de minerais. Dans chaque province de ce pays, il y a des minerais. C'est un pays riche, vraiment très, très riche. Vous trouvez le diamant, vous trouvez le cuivre, le coltan, le manganèse, l'étain, vous trouvez le coltan. Il y a de l'or, il y a tellement de richesses dans ces pays que cela attire la convoitise du monde entier. Aujourd'hui, nous avons, à titre d'exemple, le coltan,
qui sert à fabriquer des téléphones portables que nous avons à travers le monde, qui sert à fabriquer des ordinateurs portables que nous avons à travers le monde. Mais regardez la population et vous verrez que le Congolais ne profite pas de toutes les richesses qui sont dans son pays. Récemment, la chaîne de télévision Al Jazeera disait que le réserve en or de la République démocratique du Congo représentait quelque chose comme 23 000 milliards de dollars américains. 23 trillions de dollars américains. Ce qui est énorme. C'est plus que le PIB de l'Union européenne, c'est plus que le PIB des États-Unis d'Amérique. C'est pour vous faire comprendre cet acharnement de ce qu'on appelle la communauté internationale sur ces pays. Nous devons donc savoir ce que nous sommes. La foi vient de ce qu'on entend. Vous trouverez dans ces pays si riches que nous n'avons pas que de minerais, nous avons une terre cultivable de près d'entre 80 millions et 120 millions d'hectares de terres cultivables. Il y a de quoi nourrir plus d'1 milliard de gens à travers le monde, avec plus ou moins 100 millions d'hectares de terres cultivables. Mais lorsque vous regardez les statistiques, vous trouvez que nous n'exploitons pas plus de 5% de ces terres cultivables. Donc rien qu'avec l'agriculture, nous devenons une puissance mondiale. Rien qu'avec l'agriculture. Mais c'est dans ces pays-là où le peuple continue à souffrir de la faim. Aujourd'hui, les gens mangent ce qu'on appelle les chanchards ou l'impiodi. Mais souffrez que je vous dise que lorsque nous étions des enfants, le chanchar ou l'impiodi n'était pas un aliment approprié. Beaucoup de gens achetaient des chanchars pour les donner peut-être aux chiens ou encore des personnes très pauvres. Ce sont des personnes comme des sentinelles, etc., qui pouvaient s'acheter ce genre de poissons. Et les gens, en achetant les chanchars, ils se cachaient lorsque nous étions enfants. Ce n'était pas un aliment que quelqu'un pouvait manger. Donc c'était un aliment des personnes très, très, très pauvres. Les gens mangeaient de bons poissons. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont grandi qu'avec ça. Ils n'ont connu que ces poissons-là. Et ils pensent que c'est le meilleur aliment possible. Je voudrais que nous comprenions en disant ces choses. Je suis en train de vous faire comprendre que ce pays vient de loin. Nous avions connu une très bonne enfance à notre époque. Et aujourd'hui, regardez comment les enfants congolais sont en train de grandir. Privés de tout. Il manque même ces poissons piodis-là. Et c'est ce qui nous attriste. J'insiste, la foi vient de ce qu'on entend. Lorsque dans un pays comme celui-là, avec plus ou moins 100 millions d'hectares de terres cultivables, on ne peut pas avoir suffisamment à manger pour le peuple, je crois qu'il y a un problème d'homme. Il y a un véritable problème d'homme au Congo. La pauvreté, les inégalités telles que nous les connaissons dans ces pays, fait que des statistiques nous donnent que 80% de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté. Il y a des coins où les gens vivent avec moins de 2 dollars par jour. Imaginez-vous. Et il y en a qui n'ont absolument rien. La foi vient de ce qu'on entend. Donc vous voyez les contrastes entre les richesses que nous venons d'énumérer et le revenu du Congolais et la vie du Congolais. Cela doit nous faire prendre conscience pour ceux qui n'avaient pas encore pris conscience, et cela doit réveiller ceux qui dormaient encore. Ou encore encourager ceux qui étaient déjà réveillés, ceux qui avaient déjà pris conscience, les encourager à continuer à chercher le bonheur de ces pays. Aujourd'hui, lorsque vous regardez le Congo est devenu synonyme d'insécurité. Il y a des bandes armées, il y a l'armée même nationale, la police nationale
toutes ces armées ne sécurisent pas la population, mais terrorisent la population. Je voudrais tout simplement dire que dans ces pays-là, le Congo, il y a eu la sécurité à un certain moment. Je me souviens, à titre d'exemple, lorsque nous étions encore enfants, nous sommes partis de Kinshasa pour la province orientale, plus précisément à Kisangani, Siro, Niangara. Et je voudrais vous dire que j'ai vu, j'étais encore enfant, mais j'ai vu à Niangara, j'ai vu à Isiro, j'ai vu des Portugais avec des magasins, des Grecs avec des magasins. Et c'était une réalité à travers tout le pays. Il y avait des Européens qui ouvraient des magasins dans des zones rurales du Congo. Et ils étaient en sécurité. Personne ne les dérangeait. Les affaires prospéraient. Les enfants des Congolais vivaient très bien. Je me souviens qu'on pouvait faire des courses à vélo avec des enfants des Grecs, avec des enfants des Portugais qui voulaient aussi apprendre le français auprès de nous. Et on jouait ensemble, il n'y avait pas de problème. Ces pays-là ont connu un grand bonheur. Ceux qui ont grandi à notre époque ont connu un grand bonheur. Ils ont grandi dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, la souffrance du Congo est tellement grande qu'aucun homme sensé ne peut se taire. Aucun homme sensé ne peut rester indifférent. Nous devons tous parvenir à faire quelque chose. Le Congo, lorsque vous regardez aujourd'hui le système éducatif du Congo, on nous dit, selon les statistiques, que le taux de scolarisation est de 52% seulement. Et le taux général d'analphabétisme est très élevé, entre 33% et 43%. L'analphabétisme. Nous ne parlons pas encore d'illettrisme, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez rencontrer un jeune homme qui a un diplôme d'État, qui a même un diplôme d'université. Teste-le seulement avec une dictée et vous allez voir ce qui va se passer sur les papiers. Testez-le seulement avec une dictée et vous allez comprendre que cet homme ou cette femme ne mérite même pas son diplôme. Pourquoi? Parce que tout se vend. Dès l'école primaire, l'enfant apprend la corruption. Il peut apporter des beignets, il peut apporter une bouteille de coca à son professeur et l'enfant passe de classe. Et le citoyen congolais est détruit à la base. Il est détruit à partir du système éducatif. Donc ne nous étonnons pas aujourd'hui d'avoir des cadres qui ne comprennent pas pourquoi on leur dit de changer. Parce que depuis leur enfance, ils ont appris la corruption à l'école. Lorsqu'un enfant arrive à corrompre son professeur, c'est très grave. C'est des choses qui étaient inimaginables à notre époque. Parce que le professeur était un homme bien, il était payé correctement. Et il y en a qui, après avoir fait des économies, pouvaient s'acheter soit une Vespa, pouvaient s'acheter même une VW. À l'époque, je me souviens encore qu'une Volkswagen revenait à 800 zaïres à l'époque. 800 zaïres, cela signifie 1600 $ américains. Ça ne coûtait rien du tout. Nous pouvons donc nous dire qu'aujourd'hui, ce pays-là est tombé très, très, très bas. Très, très bas. Donc, le Congolais a été détruit à partir de l'école. Aujourd'hui, les gens font des analyses simplistes. On va vous dire que ce sont des églises, on va vous dire que c'est telle autre personne. Non. Le Congolais est détruit à partir du système éducatif. L'enfant dès l'école primaire apprend la corruption à l'école. Et lorsque cet enfant finit ses études et qu'il est placé quelque part, il attend aussi qu'il soit corrompu parce qu'il n'a fait que ça. Il n'a fait que corrompre les autres. C'est un système, il a grandi avec et vous ne pouvez pas lui enlever ça. Et pour lui enlever ça, il faut instaurer un nouveau système. Il faut que la police reprenne sa place, que le système judiciaire reprenne son indépendance. En ce moment-là, même si vous regardez bien ici en Europe, si les gens ne volent pas, ne détournent pas, comme au Congo, bien sûr il y a des détournements partout, mais si ça ne se fait pas comme au Congo,
ce n'est pas parce que les Blancs sont honnêtes. C'est parce qu'ils craignent la loi. L'homme sans loi, il se comporte comme un animal. Là où la loi est appliquée, l'homme craint. Alors, en regardant, comme je viens de le dire, un tel système éducatif, nous ne pouvons pas nous attendre à des résultats meilleurs. Ce que nous avons aujourd'hui comme hommes congolais, c'est ce qui a été fait par le système éducatif délibérément. Autrement dit, les gouvernants ont détruit ce système éducatif à dessein pour avilir l'homme congolais. Alors, nous trouvons que dans ces pays-là, le Congo, aujourd'hui, le système éducatif du Congo est essentiellement financé par des parents. Ce que nous n'avons pas connu lorsque nous étions enfants. Nous fréquentions des écoles, et à l'école primaire, vous arrivez à la rentrée, vous trouvez sur votre table tous les livres pimpants neufs. Vous trouvez des gommes, des équerres, des crayons de couleur. Vous trouvez les compas, vous trouvez des stylos, tout ce dont vous avez besoin. Vous les trouvez sur votre pupitre. Tout est là. L'école fournit tout. Et tout était gratuit. L'école primaire, l'école secondaire. L'université, ce ne sont pas des universitaires qui payaient, mais les universitaires étaient payés. Ils recevaient ce qu'on appelle la bourse. Ce qu'on appelait à l'époque la bourse. Donc les universitaires étaient payés. Et lorsque quelqu'un allait à l'université, il devenait automatiquement un homme, une femme respectable. Il y a des universitaires qui ont acheté des parcelles avec leur argent de bourse. Tout ceci, je l'ai dit, la foi vient de ce qu'on entend, c'est pour vous faire comprendre d'où nous venons et où nous sommes aujourd'hui. Un universitaire, quelqu'un qui est en première année graduée, deuxième, troisième graduée ou en licence, arrive à s'acheter une parcelle, une maison avec son argent de bourse. Cela peut vous donner une idée de ce qu'étaient les fonctionnaires. Parce que lorsque vous regardez à une certaine époque, on nous avait dit que l'ONU avait pris les quotas des fonctionnaires congolais et l'avait donné à d'autres nations. Pour quelle raison? Parce que les hauts fonctionnaires congolais n'acceptaient pas d'aller travailler dans des organismes internationaux de l'ONU. Parce qu'il avait une carrière à protéger. Et il était mieux payé en tant que haut fonctionnaire de l'État congolais qu'en tant que fonctionnaire des Nations Unies. Et il refusait de partir. Aujourd'hui, si un haut fonctionnaire refuse d'aller à l'UNESCO, par exemple, on dirait qu'il est ensorcelé. Mais ce sont des choses qui se sont faites à l'époque. Parce que ces hauts fonctionnaires étaient tellement bien traités qu'ils ne pouvaient pas se permettre de quitter leur fonction. Parce qu'ils étaient garantis même la pension. La veuve d'un fonctionnaire simple touchait la pension et pouvait vivre avec l'argent de la pension. Les orphelins étaient payés au Congo. Et ils vivaient de la pension laissée par leur père. Et tout ceci nous permet de comprendre d'où nous venons et où nous sommes aujourd'hui. C'est des choses qui peuvent vous tirer des larmes aux yeux, des choses qui font très très mal. Pour des enfants qui n'ont pas connu tout cela, ils peuvent être distraits, ils ne comprennent pas grand-chose. J'ai suivi sur YouTube une interview, on posait des questions aux gens, pour qui voteront-ils? Bon. Donc lorsque vous écoutez certaines réponses, vous vous dites non, l'homme congolais n'existe plus, il a été complètement détruit. Parce que je ne peux pas comprendre qu'une personne debout, vous regardez d'abord la santé de la personne, vous vous dites que cette personne est mal nourrie, cette personne n'est pas en bonne santé du tout. Mais la personne va vous dire, voilà, je vais voter telle ou telle personne parce que je suis en train de regarder les jets d'eau qui sont devant les palais du peuple. Non, attendons, il y a là un problème. Il y a vraiment un problème très sérieux, proche. Donc,
Non, je me dis que la personne peut être proche de la démence, proche de la folie. En ce qui concerne la santé, en ce qui concerne la santé en République démocratique du Congo, les analystes disent que les indicateurs sociaux sont très inquiétants. Et leur niveau est très, très préoccupant. Parce que le taux de mortalité infantile est de 11%. En 2011, ça c'est récent. 11% de taux de mortalité infantile. Le taux de mortalité maternelle est de 2000 décès pour 100 000 naissances actuellement. Encore, c'est ce qu'on a dénombré dans de grandes villes ou encore dans des villes qui sont accessibles. 2000 décès. L'espérance de vie du Congolais en 2011 est de 48 ans. C'est ça l'espérance de vie du Congolais en 2011. C'est 48 ans. La population est en train d'être détruite progressivement, pas seulement avec des guerres à répétition, mais également avec un système de santé qui fait que les gens meurent faute de soins de santé. Les gens meurent parce qu'ils n'ont pas de moyens pour se payer un docteur. Ils doivent voir des infirmiers du quartier, parfois quelqu'un qui a appris juste à donner une piqûre ou encore à donner quelques comprimés contre la malaria. Et ils sont très mal soignés, qu'ils meurent même par des erreurs commises par ce genre d'infirmiers du quartier. Beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants sont en train de mourir parce qu'ils n'ont pas de moyens pour se faire soigner. Et c'est un problème de gouvernance, un problème de gestion des affaires de l'État qui se pose dans ces pays-là. Ce n'est pas un problème de religion, mais c'est un problème de gestion des affaires de l'État. Comme nous l'avons dit précédemment, puisqu'il y a des gens qui ont des analyses trop simplistes, qui passent à la télévision, ils accusent des églises d'être responsables de telle chose, de telle ou de telle autre. C'est naïf. Même ceux qui sont au pouvoir rigolent. Des églises dites du réveil ne contrôlent rien. S'il y a quelques pasteurs qui sont corrompus, comme on le dit, s'il y a des gens qui en ont la preuve, mais c'est une minorité. C'est de l'argent qui est déjà détourné par ceux qui sont au pouvoir, qui est répandu. Il n'y a pas que eux, il y a aussi, plus grave, des professeurs d'université qui sont aussi corrompus. Qui n'est pas corrompu au Congo? C'est tout un système qui existe. Si vous ne prenez pas, l'autre va prendre. On a mis en place un tel système que personne ne peut vivre de son salaire, à part les ministres, les PDG ou encore des gens qui sont bien placés dans telle ou telle autre entreprise. Mais pour le reste de la population, personne n'est en mesure de vivre de son salaire. Donc il est obligé de faire la manche. Il est obligé de tendre la main, de demander à telle ou à telle autre personne de l'aider. Alors dans une telle situation, c'est très difficile. Parce que c'est facile pour nous autres. Nous avons des revenus, de crier à haut sur ceux qui perçoivent de l'argent. Mais je voudrais que vous compreniez que le mal est plus profond que ça. Nous pouvons crier sur quelqu'un qui a perçu $500, $1000 de corruption. Ok, mais mettez-vous d'abord à la place de cette personne. Vous avez des enfants malades à la maison et vous ne savez pas que faire pour qu'ils soient guéris, qu'ils soient soignés plutôt. Il y a pas à manger à la maison. Vous avez laissé une femme sans nourriture, des enfants sans nourriture. Le bailleur veut vous expulser de votre maison. Et vous arrivez quelque part, on vous tend $1000. Je crois qu'il faut vraiment être l'apôtre Paul pour refuser. Donc nous devons comprendre que le mal, on ne doit pas le traiter à ce niveau-là. Le mal est plus profond. On doit le traiter au niveau de la gestion des affaires de l'État et toutes ces choses vont tomber. Parce que tant que la situation sera ce qu'elle est, les gens seront corrompus. On peut crier comme on veut. On dit ventre affamé, point d'oreille. Ils seront corrompus. On ne doit pas se voiler la face. Alors, nous revenons toujours là sur le plan de la santé publique. Donc, les soins de santé primaire
ne sont pas accessibles à tous. Il y a des gens qui sont allés voir même des charlatans parce qu'ils voulaient guérir. Et ils ont consommé des produits toxiques. Heureusement que beaucoup aujourd'hui savent que Jésus-Christ guérit des malades. Et beaucoup de personnes obtiennent des guérisons par ces moyens-là. On peut aimer les églises ou les détester. Je sais que les églises font un grand travail de fond sur le terrain au Congo. J'ai travaillé personnellement 17 ans comme pasteur au Congo et je sais que c'est être un pasteur d'une église du réveil. Ce n'est pas seulement ce que vous voyez que quelqu'un est passé, il a prêché, il a parlé, tel a demandé l'argent, vous critiquez et tout. Mais regardez la comptabilité des églises du réveil au Congo. D'abord, je voudrais vous faire observer que le Congo n'a pas de couverture sociale. L'État n'intervient pas pour enterrer des morts, pour s'occuper des femmes qui accouchent, pour soigner des malades. L'État ne fait rien pour les études. Combien d'enfants nous avons fait étudier jusqu'à l'université? Payer les études, combien? Il y en a plein. Que des pasteurs des églises du réveil ont supporté des études. Ça, c'est des choses réelles, vérifiables. Combien de personnes ont apporté leurs ordonnances médicales à l'église et l'église a acheté? C'est le travail de chaque semaine que des pasteurs font à Kinshasa. C'est le travail de chaque semaine. Donc je ne parle pas des choses qu'on m'a racontées. J'ai été pasteur des églises du réveil à Kinshasa 17 ans durant. Et je sais de quoi je parle. Des morts qu'on a enterrés. Des femmes retenues dans des maternités. L'église paye pour que cette femme sorte et n'avait pas de moyens. Ce sont des églises du réveil qui s'occupent, un tant soit peu, des problèmes sociaux de la population. Et ça, c'est une réalité. Personne ne peut nier ça. C'est une réalité. Vous pouvez voir un pasteur crier, demander de l'argent. Ne pensez pas que tout cet argent, c'est pour lui-même. Et les gens qui viennent à l'église, on veut les faire passer tous pour des idiots, pour des gens qui sont manipulés, pour des gens qui sont ensorcelés. Non, ces gens savent qu'ils ont un profit en venant à l'église. Ils reçoivent le royaume de Dieu, ils reçoivent une éducation à travers la parole de Dieu, ils reçoivent des conseils, des orientations. Il y en a qui bénéficient aussi du matériel, des finances. Ça, c'est clair. Et personne ne peut contester ça. Et nous voyons que au Congo, beaucoup de gens meurent du paludisme, de la malaria. Beaucoup de gens meurent de sida, des trypanosomiases, des maladies qui avaient même déjà disparu, reviennent en force à cause de la pauvreté, manque d'hygiène, manque d'argent. Les gens souffrent dans de très mauvaises conditions. Nous devons donc nous souvenir que dans ces pays-là, il y avait la gratuité des soins médicaux, notamment pour tous les fonctionnaires. Il y avait des cartes qu'on donnait aux fonctionnaires, à leurs épouses, à leurs enfants. On appelait cela la carte d'ayant droit. Et si vous vous présentez à l'hôpital général avec cette carte d'ayant droit, vos soins sont totalement gratuits. Je me souviens, mon père était un infirmier diplômé de l'époque coloniale. Donc c'était des personnes qu'on appelait des évolués. Et leur niveau était un peu un niveau de médecin. Mais il est arrivé que, malheureusement, il est tombé malade. Il avait un cancer au cou. Et le ministère de la Santé de la République démocratique du Congo avait tout apprêté pour l'envoyer en Belgique en soins médicaux. Tout était fin prêt. Je parle bien d'un infirmier diplômé. Comme il ne pouvait pas être soigné sur place, on voulait l'envoyer en Belgique pour poursuivre ses soins. Un fonctionnaire. Mais lui-même, en dernière minute, il a dit non, je sais que je ne survivrai pas à cette maladie, je voudrais mourir à côté de mes enfants. C'est comme ça qu'il n'a pas pu voyager. Mais tout était fin prêt.
Donc je vous donne là une idée pour vous faire comprendre que ce pays a été prospère. Ce pays a été prospère. Nous allons lire bientôt une référence de Zacharie qui dit d'un pays de délices, ils en ont fait un désert. Et c'est ce que nous les Congolais, nous avons fait du Congo. Les veuves des fonctionnaires, les orphelins des fonctionnaires continuent à percevoir une pension, continuent à recevoir des soins de santé gratuits au Congo, lorsque nous autres, nous étions des enfants. Aujourd'hui, c'est ces pays-là, le Congo. On nous dit qu'il y a des élections et que j'ai lu que l'Angola a donné 4 hélicoptères. Nous commençons à recevoir l'aide même de l'Angola. Et pour ceux qui avaient vécu à Kinshasa aux années, fin des années 60, début des années 70, ils savent qu'on hébergeait au Congo-Kinshasa 1 million de réfugiés angolais, parce que ce pays-là était en guerre. 1 million de réfugiés angolais étaient hébergés au Congo. On ne les sentait même pas. Ça ne nous pesait pas. Ce pays-là est resté, l'Angola est resté en guerre longtemps. C'est ce pays-là qui sort de la guerre, qui se reconstruit et qui commence à nous aider, nous, qui n'avions pas connu de guerre à cette époque. Il y a un problème. Qu'aujourd'hui, qu'on me dise que l'Angola vient de donner, d'aider le Congo avec 4 hélicoptères pour le transport du matériel, je trouve ça ridicule. Nous sommes tombés très bas. Très, très bas. Je ne dirais même pas que nous sommes par terre, nous sommes en dessous de la terre. Il faut une résurrection. Ce n'est pas question qu'on est tombé, on doit se relever, mais on est enterré. Il faut une résurrection. Il faut une puissance de vie que le Congo reprenne à vivre. Aujourd'hui, lorsque vous regardez l'indicateur de développement humain, on nous dit que nous sommes les derniers dans le classement de l'indicateur de développement humain. Nous sommes les derniers pays au monde. Et en ce qui concerne la bonne gouvernance, nous sommes le 50e État de l'Afrique sur 53. Nous sommes classés 50e en ce qui concerne la bonne gouvernance. Quelle honte, quelle humiliation. Nous allons lire un passage de la Bible. Ce passage nous dit, ce passage se trouve dans Zacharie 7. Nous allons lire le verset 14. Dieu dit au sujet du peuple juif qui était devenu rebelle, le peuple et le Seigneur dit, je les ai dispersés parmi toutes les nations qui ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux. Il n'y a plus ni allant ni venant. Et d'un pays de délices, ils ont fait un désert. Je voulais tout simplement exploiter cette référence pour dire à tout Congolais, à toute Congolaise, que nous sommes dispersés dans toutes les nations. Aujourd'hui, j'apprends qu'il y a des Congolais même au Niger, au Tchad, dans des pays désertiques. Il y a des Congolais partout. On vous parle des Congolais au Kazakhstan, en Jordanie. Je ne comprends pas. Nous sommes dispersés sur toute la surface de la terre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ce n'est pas pour des affaires que des Congolais sont allés à l'extérieur. Mais c'est à cause de la souffrance. Pour fuir un pays en feu. Pour la plupart, je veux dire. Dieu dit, le pays a été dévasté derrière eux. Il n'y a plus ni allant ni venant. Et d'un pays de délices, ils ont fait un désert. Les Congolais sont en train de vivre au Congo comme s'ils vivaient dans un désert. On ne peut pas comprendre dans un pays où il pleut toute l'année, dans un pays où il y a des cours d'eau, des affluents.
Il y a un grand fleuve qui sillonne tous les pays, qui longe tous les pays. Que c'est dans ces pays-là qu'il y ait des gens qui n'ont pas de l'eau potable. Au Congo, chaque province peut produire son électricité. Le Congo n'a même pas besoin du barrage d'Inga. Chaque province est capable de produire son électricité. Mais c'est dans ces pays-là où les gens préparent encore avec le bois de chauffage. La foi vient de ce qu'on entend. Nous venons de voir à travers les Écritures, dans Zacharie 7, 14, que d'un pays de délices, ils ont fait un désert. Voilà ce que nous avons fait du Congo. Je voudrais dire tout simplement que le problème du Congo, ce ne sont pas les autres, c'est l'homme congolais d'abord. L'homme congolais d'abord. Ne pointons pas quelqu'un du doigt, mais que chacun de nous commence d'abord par lui-même. Vous êtes un Congolais, vous êtes une Congolaise. Quelle est votre attitude envers les autres Congolais? C'est à partir de là que nous pouvons bâtir une nation. Mais tant que nous transmettrons de mauvaises valeurs à nos enfants, comme nous avons vu que déjà, sur le plan du système éducatif qui s'est effondré complètement, les enfants apprennent la corruption à l'école primaire, ils apprennent à corrompre leurs professeurs. À l'école primaire. Et on fait semblant d'être étonné aujourd'hui de voir que la corruption est généralisée. C'est un travail qui a été fait. Beaucoup n'ont connu que ça. Tous les enfants qui ont aujourd'hui 20 ans, 30 ans, ils n'ont connu que ça au Congo. Nous devons donc faire très attention. Que chacun de nous s'examine lui-même. C'est par là qu'il faut commencer. Il faut que le changement soit d'abord individuel. Chacun dans son petit milieu. Vous êtes dans quel milieu des Congolais? Vous êtes des ouvriers, vous êtes des pasteurs, vous êtes des politiciens, vous êtes des économistes, vous êtes des ingénieurs. Dans quel milieu évoluez-vous? Et comment vous comportez-vous envers les autres Congolais? Nous devons nous souvenir qu'il y a beaucoup de mauvaises choses. Nous le savons d'ailleurs, qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui se passent parmi les Congolais. Ce n'est un secret pour personne. Tous les Occidentaux, tous les étrangers, tous les Congolais aiment le Congo. J'insiste. Tous les Occidentaux, tous les étrangers qui viennent du Congo, qui ont un intérêt au Congo, tous les Congolais aiment le Congo. Mais n'aiment pas les Congolais. C'est ça la différence. On aime le Congo, on n'aime pas les Congolais. On aime le Congo pour ses richesses, on n'aime pas les Congolais. Nous en sommes là où nous sommes à cause de cette réalité simple. Alors, revenons en ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible nous dit, et Jésus-Christ nous le dit, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas à l'autre. Ce que tu veux qu'on te fasse, fais-le aussi à l'autre. Est-ce que, chrétiens que nous sommes, nous appliquons cette parole de l'amour du prochain? Je dis non. Sur le plan général, je dis oui, il y a des individus qui appliquent. Mais généralement, ce n'est pas cela. Le changement doit commencer par l'individu. Nous devons commencer par nous aimer. Lorsque nous nous aimons, nous bâtissons une nation. Mais sans l'amour du Congolais, nous n'arriverons jamais à bâtir une nation. Parce que les Congolais n'aiment que d'autres Congolais qui lui apportent un intérêt, dans lesquels il trouve un intérêt, bien entendu. Là, ce sont des Congolais qu'il aime. S'il n'a pas un intérêt avec lui, ça ne l'intéresse pas. Nous devons donc éviter ce que quelqu'un avait appelé
l'esprit des crabes. Donc lorsque les crabes sont placés dans un bocal, lorsque un d'entre eux veut monter, les autres les tiennent et les tirent vers le bas. Et il y a quelqu'un qui avait donné une image. Il avait dit que, bon, écoutez, quelqu'un avait posé la question au diable. Mais pourquoi tu as construit une prison, tu as construit un mur autour des Congolais, mais tu n'as pas placé des gardes tout autour? Et le diable dira à cette personne que je n'ai pas placé des gardes parce que les Congolais n'ont pas besoin d'être gardés. Ils se gardent déjà très bien eux-mêmes. J'ai placé seulement un mur. Dès que l'un d'eux essaye de grimper les murs, les autres les tiennent par les jambes et les font descendre en bas. Donc eux-mêmes, ils se gardent déjà très bien. Et je n'ai pas besoin de mettre des gardiens là autour du mur de leur prison. C'est imagé, mais c'est significatif. Cela traduit la réalité que nous sommes en train de vivre. Vous trouverez un Congolais en train de combattre un Congolais. Des Congolais en train de se combattre entre eux. Personne ne veut que l'autre avance. Lorsque quelqu'un est pauvre, on se moque de lui. Il devient riche, on veut qu'il devienne pauvre. Donc là, il y a un problème. On ne peut pas bâtir une nation de cette façon. On ne peut pas bâtir une nation de cette façon. J'insiste sur le fait que le changement doit commencer par chacun de nous. D'un pays de délices, nous en avons fait un désert. Commençons d'abord par le changement au niveau spirituel et non les attaques gratuites. Nous nous affrontons entre nous pour des bêtises, des choses qui n'ont même pas de sens. On a vu lorsque un leader occasionnel échoue de mobiliser les gens, il accuse les églises. Il dit que non, ce sont des pasteurs qui ont enfermé des fidèles dans des églises pour qu'ils ne viennent pas dans des marches. Soyons sérieux. Des fidèles là, ce sont des bébés que des pasteurs prennent, enferment dans des églises que n'allaient pas marcher. Au contraire, chaque fois qu'il y a une marche ici en Europe, des communiqués passent dans nos églises. C'est nous qui sensibilisons les gens. Bon, si ces mêmes Congolais ne trouvent pas d'intérêt de venir, ou si vous qui êtes les leaders, vous n'arrivez pas à mobiliser ces gens, ne jetez pas les torts sur des églises. Des insultes gratuites contre des pasteurs, des insultes gratuites contre des églises. Ce n'est pas bon, ça n'aide pas à l'union. Sachez que les autres ont aussi droit à la dignité. Si vous êtes incapable de mobiliser les gens, ne vous attaquez pas aux autres. Faites de votre mieux, parce qu'on n'a jamais vu, par exemple, que voilà, il y a un leader prenons les leaders de l'opposition, Etienne Tshisekedi, lorsqu'il arrive au Congo, quel est le pasteur qui retient des fidèles dans son église? Quel est le fidèle qui reste dans l'église que moi je ne pars pas? Il y en a, s'ils sont en retraite, ils sont en retraite, mais la population part. Il ne faudra pas confondre que chaque fois qu'il y a une manifestation, ce sont des chrétiens qui doivent y aller. Il y a beaucoup plus de païens que de chrétiens. Ils sont où? Pourquoi ils ne répondent pas? Et ils n'ont pas de pasteurs. Pourquoi ils ne répondent pas? La faute est donc aux leaders. Si vous êtes incapable de mobiliser les gens, ne vous attaquez pas aux autres Congolais. Ces pasteurs-là, ce sont des Congolais. Vous devez donc savoir quel langage tenir. Vous n'arrivez pas à mobiliser de l'argent, vous vous attaquez aux offrandes des églises, ça n'a pas de sens. Lorsqu'un homme trouve son intérêt quelque part, il sort son argent pour ce qu'il doit faire. Et personne ne peut être obligé de faire une dépense qu'il n'a pas envie de faire. Donc trouvez d'autres arguments, voilà ce que je veux dire. Trouvez d'autres arguments que vous attaquez à un autre groupe important et influent de la communauté congolaise. Lorsque vous vous attaquez à l'église au Congo, vous vous attaquez à un poids lourd. Vous ne rendez pas service à la nation. Au contraire, vous devez trouver des termes diplomatiques, une façon de parler pour unifier et l'Église et ceux qui ne sont pas dans l'Église. Nous allons ensemble bâtir une nation. Peuple de Dieu, il ne faudra pas faire croire aux gens que les pasteurs sont contents de ce que le Congo souffre. Nous vivons avec la population et nous sommes plus proches d'eux que beaucoup de personnes. Jésus-Christ, la Bible nous dit que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je voudrais terminer mon message en disant que Dieu donne à l'homme ce que l'homme veut. Qu'est-ce que nous, en tant que Congolais, nous voulons? Parce que nous sommes maintenant
en temps des élections. Qu'est-ce que nous voulons? Dieu donne à l'homme ce qu'il veut. Nous l'avons démontré que le Congo est très riche, un pays de délices. Mais les Congolais aiment le Congo, mais n'aiment pas les Congolais. On ne peut pas bâtir une nation si on n'aime pas les êtres humains qui habitent cette nation. Nous insistons, commençons par l'amour du prochain. Ça, c'est le plus important. Lorsque nous triomphons sur ces points, nous pouvons bâtir une nation. Alors je voudrais dire pour terminer, les élections sont là. La diaspora congolaise a montré clairement que dans sa grande majorité, elle a choisi un homme, Étienne Tshisekedi, pour qu'il soit président de la République. Mais la diaspora congolaise ne va pas voter. C'est vous qui êtes au Congo, qui êtes sur place, qui avez des cartes d'électeurs qui allaient voter. C'est vous qui souffrez de la faim, qui voyez la misère, nous l'avons démontré, sur le plan de l'éducation, nous l'avons démontré sur le plan de la santé, sur le plan de l'économie. C'est le chaos total. C'est vous qui nous appelez ici en Europe pour nous parler de vos souffrances. L'occasion vous est donnée de changer votre destin. La décision se trouve entre vos mains. Puisque je ne crois pas que si 80% des Congolais votent pour quelqu'un, que quelqu'un d'autre pourra tricher. Aucune tricherie ne peut fonctionner avec un vote massif. Mais s'il y a encore des Congolais pour faire un vote négatif, je crois que nous ne devons pas continuer à pleurer, à pointer les autres du doigt. C'est que nous aimons la situation dans laquelle nous vivons. C'est que nous aimons la situation dans laquelle nous vivons. L'occasion vous est donnée, Congolaises, Congolais, de changer votre destin. C'est à vous de décider, parce que Dieu ne nous donne que ce que nous demandons. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça fait 51 ans que ce pays est dans la douleur et dans la souffrance. Que ce peuple souffre. Mais aujourd'hui, vous, le peuple, vous avez la parole. C'est à vous de décider maintenant de votre destin. Si vous pensez que vous avez une occasion pour changer votre destin, vous allez le faire. Je l'ai dit, la diaspora congolaise a choisi Étienne Tshisekedi dans sa grande majorité. Et aujourd'hui, la diaspora congolaise vous recommande Étienne Tshisekedi comme candidat qui peut vous conduire à la réussite et au succès sur le plan économique et politique. Puisque au problème politique, il faut donner une réponse politique. Qu'on cesse de distraire les gens en pointant les églises du doigt, en pointant les pasteurs du doigt. C'est une distraction. Nous vivons ici en Angleterre. Il y a des églises ici. Mais le pays va bien. Il y a plein d'églises aux États-Unis d'Amérique. Plus de 300 000, 400 000 mouvements associatifs à caractère religieux. Mais les États-Unis vont bien. Il y a un tiers de la population américaine est pentecôtiste. Donc des églises du réveil. Un tiers de la population américaine. L'Amérique va bien. Donc on cesse de pointer du doigt les églises. Ce sont des distractions. Il y a des problèmes politiques sérieux. Il y a des problèmes économiques sérieux. Il faut un homme politique qui doit donner des réponses politiques, des réponses économiques aux besoins du pays. Et aucun pasteur ne peut empêcher ça de s'accomplir. C'est à vous, qui êtes au Congo, de décider aujourd'hui. Décider de choisir les candidats du peuple Étienne Tshisekedi. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo. Tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Congo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Congo ya mosolo mpembe ya nzoku Congo ya bwanya kasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi.
tolekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala tebongi tosala